Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 6 accords ont été signés dans plusieurs domaines, dont le transport, la justice, l'affaire sociale, la diplomatie et la jeunesse. C'est le résultat du tête-à-tête entre le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'émir du Qatar. En justice, plusieurs officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo ont été interpellés pour des faits hautement répréhensibles. En dépit de leur interpellation, qui est encore dans une phase d'instruction pré-juridictionnelle, ces officiers qui sont assignés dans des résidences n'ont subi aucun mauvais traitement. C'est ce qui rapporte le porte-parole de l'armée congolais, le général Sylvain Ekenge. Le détail dans ces journaux. Comme il l'avait fait ce matin au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Njili, le chef de l'État était à l'entrée de ses bureaux de la Cité de l'Union africaine pour accueillir personnellement son hôte de marque. Après ce moment empreint de respect et de convivialité, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont retirés loin des caméras pour un tête-à-tête de près d'1 heure. Seuls à seuls, les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Après cette entrevue, l'autre temps fort de la visite historique du monarque qatarien, c'est la signature de 6 protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs: transport, justice, affaires sociales, diplomatie et jeunesse. En présence de 2 chefs d'État, les ministres sectoriels des 2 États ont signé des accords. Le premier étant protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company de l'État du Qatar et l'Office national des transports, ONATRA SA, représenté par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication et désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, et pour la partie qatari, par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Dr Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh Al-Khulafi. Le deuxième est un protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo, représenté par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Kaikwamba Wagner. Le troisième protocole d'entente concerne la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre les 2 pays représentés respectivement par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho, qui était en face du ministre qatari des Affaires étrangères. Dans le domaine diplomatique, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Thani et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont assisté à la signature de l'accord d'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux entre le Qatar et la RDC. Sur la liste des accords, il y a également un mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectoriel en République démocratique du Congo au Nord Kivu. Le 6e et le dernier protocole d'entente signé ce jour historique entre la RDC et l'État du Qatar porte sur l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre le ministère des Affaires étrangères des 2 pays. Ces accords signés en présence des 2 chefs d'État est le fruit d'excellentes relations bilatérales qu'entretiennent les 2 pays. Cette visite historique, qui est la première d'un émir qatarien en RDC, avait été conclue en marge du 2e sommet mondial pour le développement social organisé à Doha du 4 au 6 novembre dernier, où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était entretenu avec l'émir du Qatar sur de nombreux sujets d'intérêt commun et sur les différents processus de paix en cours. Pari gagné pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qui la diplomatie fait partie du pilier de bonne gouvernance. Dans le domaine sécuritaire, le Qatar joue un rôle clé de médiation entre la RDC et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha. Retenez également qu'il y a 1 mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding, avec un capital évalué à près de 21 milliards de dollars américains à injecter dans divers secteurs.
La table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes s'est clôturée à Kinshasa en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement présidé la cérémonie de clôture. Durant plusieurs jours, les participants venus de différentes provinces du pays et de l'étranger, jeunes entrepreneurs, représentants du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont échangé autour du thème « Bâtir l'avenir avec la jeunesse ». Dans son allocution, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à faire de la jeunesse congolaise une priorité dans la politique nationale. Il a salué la qualité des travaux menés durant la table ronde et a promis l'application des recommandations formulées, parmi lesquelles la mise en place effective d'un fonds national des soutiens et l'entrepreneuriat des jeunes, l'accès facile au financement pour les porteurs de projets, la création d'incubateurs régionaux et le renforcement des mécanismes de suivi de politiques d'insertion professionnelle. La ministre de la Jeunesse a salué l'engagement des participants et réaffirme la volonté du gouvernement d'investir dans la jeunesse comme moteur de développement national. Les participants sont repartis avec un sentiment d'optimisme et d'engagement renouvelé, espérant voir les résolutions mises en œuvre rapidement. Un document de synthèse contenant toutes les résolutions ont été remis aux autorités compétentes pour suivi et mise en œuvre. La clôture de cette rencontre marque une nouvelle étape dans la volonté de placer la jeunesse au cœur du développement national. Le chef de l'État soit présent ces 3 jours de travaux, c'est une indication quand même de l'importance du sujet et de la problématique à régler et surtout les orientations qui ont été reçues de sa part. Donc ça veut dire que ça lui tient à cœur qu'on crée des emplois pour les jeunes, qu'on donne les outils au niveau des jeunes pour créer des entreprises, qu'on casse toutes les barrières justement pour que les jeunes s'épanouissent. Parce que vous savez, beaucoup de programmes existent, même des agences existent, mais on trouve quand même qu'il y a des barrières qui empêchent la jeunesse qu'on a catégorisée des 18 à 35 ans à accéder soit au financement, à accéder à des taux d'intérêt, à accéder à des marchés publics. Donc c'est tous ces sujets qui ont été débattus et le chef de l'État a été vraiment très prêt à suivre vraiment presque chaque étape de ces processus. Nous avons parlé vraiment pour la diaspora, mais pas uniquement. Nous avons parlé pour la jeunesse congolaise de façon générale, mais on a porté la voix vraiment aussi de la diaspora. Parce que la diaspora est une ressource, est une base de données importante, des ressources d'expertise technique en fait en réalité. Donc on a proposé entre autres, j'ai proposé personnellement au moins 8 à 10 propositions concrètes, notamment la co-traitance en fait par exemple on peut jumeler des entreprises ici locales avec des entreprises de la diaspora pour justement les entreprises de la diaspora, parce qu'on a trouvé que la problématique c'était aussi que les jeunes entreprises ici ne sont pas organisées au niveau de la gouvernance, donc ne savent pas comment soumissionner correctement, ne savent pas constituer des dossiers impeccables, ne savent pas peut-être présenter des dossiers un peu plus bien montés là. Donc à ce moment-là, ça rend leur accès au marché et au financement difficile. Maintenant, quand on jumelle avec quelqu'un de la diaspora qui a cette expertise-là, le jeune a son projet ici, mais elle est soutenue par quelqu'un de la diaspora, ça favorise en fait aux deux de participer vraiment à la construction du pays. L'importance de cette table ronde est de créer, de diagnostiquer les problèmes de l'emploi des jeunes ainsi que de l'entrepreneuriat des jeunes et de trouver la solution et offrir des recommandations et stratégies afin de résoudre des problèmes et de l'emploi ainsi que de l'entrepreneuriat des jeunes dans la République démocratique du Congo. L'apport de la diaspora dans cette table ronde est de donner des expériences qu'a la diaspora dans cette matière dans leurs pays respectifs. Pour nous de l'Afrique du Sud, nous avions vu comment ces pays ont pu résoudre ce genre de problèmes et nous voulons aussi apporter cette expérience dans notre pays. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, la diaspora peut amener ses ressources financières afin de supporter ou de sponsoriser.
La 47e conférence des présidents de parlement de l'Union parlementaire africaine a été ouverte le vendredi 21 novembre 2025 au Centre culturel de Kinshasa. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par les présidents du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde, en présence du président de l'Assemblée nationale de la RDC, du vice-président de l'UPA, des secrétaires généraux de l'UPA et de l'UIP, de la présidente du comité des femmes de l'UPA et des députés et sénateurs des parlements de l'UPA. Cette 47e conférence des présidents de parlement de l'UPA tourne autour de la transition énergétique, de la bonne gouvernance numérique, au service des droits de la femme, de la consolidation de la souveraineté des pays africains et de la paix. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a, dans son mot d'ouverture des travaux, appelé les parlementaires africains à mettre en œuvre le voies et moyens pour faire face aux défis du moment sur le plan continental. À travers cette conférence, nous sommes appelés à formuler des recommandations fortes et des engagements clairs autour de piliers ci-après. Le renforcement de la coopération interparlementaire afin de prévenir les conflits et promouvoir la stabilité institutionnelle. La préservation de la paix et de la sécurité régionale en s'appuyant sur des mécanismes africains de médiation et d'alerte diplomatique et préventive. Il a en outre invoqué la situation sécuritaire dans l'est du pays, caractérisée par l'agression rwandaise. Sama-Lukonde a lancé un appel à la solidarité des parlements africains avec la situation qui prévaut en RDC a été lancée afin de soutenir les différents processus de paix en cours. Des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Le Parlement de la République démocratique du Congo appelle, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, à la solidarité des parlements d'Afrique ici réunis, en vue de soutenir les différents processus de paix, notamment celui de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et celui de Doha entre le gouvernement et la FCM23. La résolution 2773 des Nations Unies sur la paix en République démocratique du Congo, et bien sûr le plaidoyer sur le génocide congolais pour des raisons économiques, en sigle Génocost. Sama-Lukonde a plaidé pour la transformation des parlements africains en véritable laboratoire de solutions adaptées aux réalités africaines. Avant le mot d'ouverture de cette 47e conférence, le secrétaire général de l'Union interparlementaire UIP, Martin Shungong, a fait remarquer que le dialogue, la coopération et la solidarité entre le Parlement sont essentiels pour relever les différents défis auxquels les pays africains font face. Il a souligné, par ailleurs, l'importance de la paix, la démocratie et la bonne gouvernance comme piliers importants du développement. Il n'a pas manqué de féliciter le Parlement de la RDC et à l'UPA pour la réussite de l'organisation de ces assises. Pour sa part, le vice-président de l'UPA, Abdo Soukey Dirie, a souligné le rôle important que l'Afrique doit jouer dans la transition énergétique qui constitue l'un des thèmes au centre des échanges à cette 47e conférence, sans oublier la souveraineté politique et économique de pays africains et les questions de bonne gouvernance numérique au service des droits de la femme. Les trois thématiques centrées sur la consolidation de la souveraineté de pays africains, le défi de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables en Afrique seront développées. Rappelons que, depuis sa création en 1976, l'Union parlementaire africaine demeure un cadre d'échange privilégié et une plateforme stratégique pour l'harmonisation des actions parlementaires en lien avec l'Union africaine. L'Assemblée nationale a tenu le vendredi une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. La première, la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire. La seconde, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable président
Aimé Boji Sankara. Présentée par les députés Boris Mboko et Gary Sakata, la première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession d'avocat en RDC. L'honorable Mboko a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Missar Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique, jeunes recourir régulièrement à de forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par les tribalismes, les régionalismes et les discours de haine. Les auteurs de propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. Dans un échange avec la presse qui n'a duré que quelques minutes, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ekenge Sylvain, a coupé court aux rumeurs. Il a confirmé l'interpellation de plusieurs officiers généraux et supérieurs de l'armée congolaise. Selon le général Ekenge, l'instruction de ces officiers est dans sa phase préjuridictionnelle, raison pour laquelle il n'a pas voulu aller dans les moindres détails dans ses face-à-face avec la presse pour ne pas violer le secret de l'instruction. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État. Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est, conformément à la loi, prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes. Sylvain Ekenge est formel. Ces officiers de FARDC sont poursuivis pour des faits hautement répréhensibles par la loi en dépit de la gravité des faits leur reprochés. Ils sont détenus dans les conditions acceptables. Les arrestations opérées et ces détentions ne sont pas irrégulières et n'énervent pas la loi et le droit. Tous ces officiers ont tous été interpellés conformément aux dispositions légales en vigueur dans notre pays. Tous les officiers interpellés par le Centre national de cyberdéfense, nous sommes au point 4, sont à la disposition de l'auditeur général des FARDC pour approfondissement des enquêtes et la poursuite de la procédure. Une fois l'affaire portée devant le juge, les médias auront les détails nécessaires pendant que le procès sera organisé. Le porte-parole de FARDC n'était pas seul à cette conférence de presse. Il était accompagné du président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampou. Ce dernier a confirmé qu'il a visité et échangé avec 6 officiers dans leur lieu de détention. Ils sont en vie et détenus dans des conditions acceptables. Nous, on s'intéresse avant toute chose au niveau des conditions de privation de liberté, que ce soit Makala, Andolo ou ailleurs, dans le Soussiat, la CNDH y travaille. Alors pour ce cas, nous avons rendu visite à ces officiers, tous alors
parce que nous avons reçu des allégations au niveau de la CNDH qu'ils sont portés disparus. On les a déjà zigouillés, passez-moi l'expression. Ils n'existent plus. Mais tous, ils sont vivants et en bonne santé, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les autres lieux d'enfermement. Mieux qu'à Makala, par exemple, mieux qu'à Andolo. Ce point de presse met fin aux rumeurs qui ont circulé dans les réseaux sociaux depuis quelques mois. La phase préjuridictionnelle de leur interpellation est en cours. Une fois achevée, ces officiers généraux et supérieurs vont être présentés devant leur juge naturel pour un procès public. Le média et l'opinion publique sont conviés à attendre patiemment la fin de cette première phase d'instruction. Au moment opportun, l'oraison et d'autres détails de ces interpellations seront à la portée de tous. L'exposition photographique de l'histoire de la ville de Boma dans la province du Congo central a été ouverte le vendredi 21 novembre 2025 par la maire intérimaire de cette ville. Cette exposition est les résultats des travaux de recherche scientifique sur l'histoire de la ville de Boma depuis l'arrivée de premiers explorateurs, la construction de premières infrastructures et l'organisation de l'administration coloniale qui ont fait de cette ville la première capitale de l'État indépendant du Congo et ensuite capitale du Congo belge entre 1886 et 1929. Il s'agit de l'exposition des photos des différents sites, personnages et symboles qui ont caractérisé la ville de Boma à cette époque coloniale. Cette exposition est organisée à l'esplanade de la résidence de l'ancien gouverneur général de l'État indépendant du Congo situé au centre-ville. Elle vise à transmettre aux jeunes générations les connaissances historiques afin de valoriser le patrimoine culturel et touristique de cette ville portuaire. Cette exposition que nous inaugurons aujourd'hui représente bien plus que des simples photos imprimées sur bâche. Elle symbolise notre engagement collectif envers l'éducation, la culture et le partage des connaissances sur notre histoire commune. Cette histoire est celle de populations autochtones, des populations locales, des migrants africains ayant vécu à Boma, mais aussi des colonisateurs européens qui, ensemble, ont contribué à l'émergence d'un nouveau paysage urbain de Boma. Boma, la première histoire méconnue, une capitale éternelle. C'est le thème de cette exposition qui se veut un aperçu du passé nécessaire d'être rappelé aux générations présentes et futures. Permettez-moi d'évoquer brièvement la contribution du Musée royal de l'Afrique centrale. Nous avons mis à disposition les archives originales, assuré leur numérisation et leur documentation et accompagné la réflexion scientifique. J'ai eu l'honneur de coordonner avec nos partenaires le contenu historique, le choix des images, la rédaction des textes ainsi que la formation des étudiants et des guides. La ville de Boma, autrefois capitale du pays, représente aujourd'hui un patrimoine touristique et historique à valoriser. Elle reste, en dépit de sa situation économique paralysée, une porte d'entrée et de sortie des grandes valeurs vers l'océan Atlantique et les mondes. Nous disons merci au Dio UKV Inikil pour avoir ouvert la voie. Merci aux partenaires du Musée royal de l'Afrique centrale pour la concrétisation de ces projets Boma Capitale. Je tiens ici à saluer le travail des artistes, des historiens, des institutions et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre engagement est une preuve que la culture est un pilier essentiel de notre dignité et de notre unité.
Plusieurs personnalités sont intéressées à apprendre l'histoire de la ville de Boma et découvrir cette exposition, les différents sites et infrastructures qui existent encore aujourd'hui dans la ville de Boma après plus de siècles. Dans le riz de Kinshasa, le garage et point de réparation accueille chaque jour plusieurs automobilistes. La plupart de ces véhicules ont le pneu Tubelez, une marque de pneus qui n'a pas de chambre à air. Pour Paul Ngenga, réparateur de pneus dans la commune de Limete, le pneu Tubelez offre plus d'avantages et de sécurité par rapport au pneu classique à chambre à air. Pina chambre ezalaka dès que zo tambula et que kutena moi CT soit nyati CT donc automatiquement so ko tambola ngo e bomi chambre bomi pena pine mais tandis que Tibelez au kongi tape CT au tambola ngo journée mo bimba te kiti mukoko baksa mo pepe sans que balongo la CT o tambula ngo kaka wani avantage to mona pona Tibelez. Michel Sokola, conducteur de taxi, confirme cette préférence. Pour lui, le pneu Tubelez est plus résistant et permet de poursuivre sa course même en cas de crevaison. Je préfère le pneu Tubelez. Et on dirait c'est ma casse. Attends, vous pouvez diminuer. Et comme ça, tu es la destination. Mais le pneu chambrière, c'est bêtise. Donc, le bateau est comme un pneu. On a ça, on va être comme un pneu Tubelez. Le pneu Tubelez a une endurance. Et on va créer bébé par rapport à pneu chambrière. Le conducteur de taxi bis Carlos Temboa, lui, met en avant l'aspect économique, estimant que le coût de réparation de pneus Tubelez est plus abordable. Tozo préféré Tubelez puisque eza pneu moko soki onyati CT ata boulon moko okoki kotelema place kwado azali akotiseli o mesh na ba client na kati o continuer na yo. Mais avec chambre à air, ils ont ma baie. Mais je suis na 4000. Si ko chambre à air, soki hôtel mi babandi ko bamba, calculer li dusu moko ba bamelo na 4000. Soki onyati CT wana o tamboli nango mwa distance que non o lungwa o dégager na nu nzela po hôtel ma mupanzi o fongola pine. Oko sutuka bo CT wana toboli ata 5 madusu. Alors, on est obligé à bimisa 20 000 francs pour payer sa quado. Pour préférer, toujours préférer pneu ya Tibelez Sangwana. Malgré un coût d'achat plus élevé, le pneu Tubelez s'impose progressivement dans la capitale congolaise. Endurance, sécurité et économie, autant de raisons qui font d'eux le nouveau favori de conducteurs quinois.